Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo sur le principe de fonctionnement et les propriétés du laser. Cette vidéo va s'inscrire dans le programme de Terminal S dans le chapitre qui s'intitule Transfert quantique d'énergie. Avant de commencer sur le laser, quelques rappels sur l'absorption et l'émission quantique. Alors, de quoi parle-t-on? On va parler des niveaux d'énergie de l'atome en général. Donc, première chose à savoir, ces niveaux d'énergie sont quantifiés, c'est-à-dire que l'atome ne peut prendre que certaines valeurs d'énergie. Ces valeurs d'énergie vont correspondre au moment où l'atome va être excité, donc à savoir que au niveau de l'atome, les électrons vont passer d'une couche à une autre, donc d'une couche électronique à une autre. On simplifie, comme ce n'est pas le mouvement des électrons qui nous intéresse, mais bien l'énergie que va recevoir et renvoyer l'atome, on va parler uniquement des niveaux d'énergie de l'atome. Donc, il faut savoir que dans ce diagramme d'énergie, on a donc l'énergie correspondant à l'état fondamental, c'est-à-dire l'état stable de l'atome, là où les électrons sont à leur place dans leur couche électronique. Et vous allez avoir aussi tout un tas de niveaux, donc il n'y en a que quelques-uns de représentés, mais en fait il y en a beaucoup, beaucoup plus, donc qu'on appelle les niveaux des états excités. Donc quand l'atome a reçu de l'énergie, donc il est monté, il a pu prendre certaines valeurs d'énergie. Et puis vous avez le niveau qui correspond comme référence à 0 électron-volt, qui est l'état ionisé, là où l'atome a perdu son électron. Donc l'électron a passé à différentes couches électroniques et a fini par perdre, donc a fini par partir de l'atome, et donc l'atome est monté dans les états excités jusqu'à arriver à son état ionisé. Pourquoi ça nous intéresse? Parce que chaque fois qu'il y a donc ce mouvement de cette excitation de l'atome va être souvent la cause soit de l'absorption, soit de l'émission de photons. Donc le photon, pour mémoire, c'est un petit grain d'énergie sans masse. La formule d'énergie de son énergie, la voilà. Donc quand E est égal à H fois nu, H étant la constante de Planck, nu la fréquence de l'onde correspondant au photon, petit rappel sur la dualité onde-corpuscule, à savoir que la lumière peut être à la fois considérée comme un corpuscule ou comme une onde. Donc cette formule fait le lien entre les deux, à savoir l'énergie du photon, petit grain d'énergie, et la fréquence de l'onde qui lui est associée. Donc on peut étendre cette formule à h fois c sur lambda si on utilise la longueur d'onde de l'onde du photon. C étant la célérité de la lumière dans le vide. On va s'intéresser à l'absorption. Donc, qu'est-ce qui se passe-t-il quand un atome reçoit un photon? Donc un atome dans un état d'énergie E1, il va absorber un photon et donc être excité. Donc s'il reçoit un photon d'énergie exactement égale à la différence entre deux niveaux d'énergie de l'atome, donc par exemple qui lui permet de passer du niveau E1 au niveau E2, donc le photon arrive, à ce moment-là l'atome passe au niveau E2 d'énergie, il est alors excité. Donc c'est ce qu'on va retrouver quand vous observez le spectre d'absorption d'un atome, ici l'atome d'hydrogène, vous voyez que l'atome n'absorbe que quelques longueurs d'onde, c'est-à-dire que quelques photons d'énergie bien précises qui correspondent à des transitions d'un niveau permis, donc d'un atome, donc dans ce cas-là de l'atome d'hydrogène. Donc on observe des raies noires. Vous avez aussi le phénomène d'émission spontanée. Un atome qui est excité d'une façon ou d'une autre va se désexciter en émettant des photons. Donc l'exemple ici, un atome excité au niveau E2 peut redescendre au niveau d'énergie E1 en émettant un photon. L'énergie de ce photon sera égale à la différence d'énergie entre E2 et E1, donc, qui nous permettra de revenir à la fréquence et à la longueur d'onde. Et donc, on observe ici dans le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène des raies colorées, donc, qui correspondent aux émissions possibles par l'atome d'hydrogène. Une nouveauté, l'émission stimulée.
Donc ça a été prévu par Einstein en 1917, mais assez peu probable, elle n'a été observée réellement qu'en 1928. Que se passe-t-il? Donc, il s'agit d'un phénomène d'émission, donc il faut qu'un atome soit dans un état excité, toujours le même exemple, le niveau E2 ici. Au passage, un photon arrive, donc d'énergie correspondant à la différence E2 moins E1. Il ne va pas être absorbé, mais à son passage, l'atome va se désexciter, passer au niveau E1, et donc envoyer un deuxième photon identique au premier. D'accord, je rappelle donc, un photon arrive dont l'énergie correspond à la transition E2 à E1. À son passage, ça va stimuler l'atome dans son état excité, et donc il va redescendre au niveau E1 et émettre un photon. Donc nous aurons ici deux photons d'énergie égale, donc correspondant à des ondes de fréquence identique. Le photon incident et le photon émis est là. Donc le photon incident est inchangé, on précise, et on retrouve un photon émis qui va être strictement identique au premier. On va voir l'application au laser. Donc le laser est un acronyme qui signifie Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, donc lumière amplifiée par émission stimulée de radiation. Donc vous voyez qu'on retrouve ce principe d'émission stimulée qui est à la base du principe du laser. Pour comprendre le principe, utilisez cette animation de l'Université du Colorado qui est, ma foi, très très bien faite. Donc, si on part du principe, donc un seul atome, donc excité par une lumière, absorption, émission, vous voyez que l'atome passe de niveau 1 au niveau 2. Très difficile d'obtenir un effet laser dans ce cas-là. Il va nous falloir regarder donc ce qui se passe avec plusieurs atomes. Alors, la différence. Donc vous avez un milieu avec un certain nombre d'atomes dans l'état d'énergie 1. On va les éclairer avec une lumière. Bon, vous voyez que la longueur d'onde de la lumière envoie une énergie qui ne correspond pas à la transition niveau 1 niveau 2. Donc on va modifier la longueur d'onde de façon à ce que l'énergie que reçoivent les atomes correspond. Donc les atomes reçoivent de l'énergie, et la réémettent. Un peu dans toutes les directions, pas d'effet laser, très pratique. L'effet laser va fonctionner que si on arrive à... Alors vous remarquez effectivement que la plupart du temps on a plus de population dans un état fondamental que dans l'état excité. Pour avoir un effet laser, il va nous falloir augmenter la population dans l'état excité. Donc c'est le principe du pompage optique, donc découvert par Alfred Kessler. Il nous faut 3 niveaux d'énergie utilisés. Cette fois-ci, la lampe qui est utilisée pour exciter les atomes va envoyer les atomes dans l'état 3. Donc, je vais modifier la longueur d'onde de façon à ce que ça corresponde. Voilà. Alors, pour avoir plus de population au niveau 2, je vais diminuer la durée dans laquelle les atomes restent au niveau 3. Vous voyez que là, on a effectivement plus de monde au niveau 2. On a réussi ce qu'on appelle une inversion de population. Le problème ici, c'est que les photons émis sont dans toutes les directions. Donc on doit ajouter des miroirs de part et d'autre, ici. Par émission stimulée, vous voyez que donc, les atomes se désexcitent et on renvoie des photons. On a énormément plus de photons à ce niveau-là. Donc cette cavité va permettre de raisonner, donc d'amplifier le nombre de photons. À ce moment-là, je rends un des deux miroirs
à 92% réfléchissant et non pas à 100%. Et là, vous voyez qu'on a émission de laser. Donc, on répète, il faut une source d'énergie qui envoie les atomes par un niveau 3 où ils restent très brièvement, redescendent tout seuls, donc par émission spontanée au niveau 2, où là, tous les photons qui passent, identiques, déclenchent une émission stimulée, et on se retrouve avec donc des allers-retours de photons entre deux miroirs. Vous voyez la quantité de photons qui nous permettent d'avoir des photons totalement en phase, identiques, et qui vont ressortir et former le faisceau laser. On a réalisé donc l'effet laser. Donc, si on regarde maintenant les constituants de laser, on va retrouver tout ce qui a été vu dans l'animation précédente. Donc vous avez le milieu laser, donc qui peut être un cristal, mais il y a tout un tas de types de lasers qui existent. Celui-ci est excité par une lampe, donc du même principe que ce qu'on a vu dans l'animation précédente. Donc vous retrouvez deux miroirs en face de l'autre qui vont nous permettre d'amplifier le faisceau de photons, un miroir totalement réfléchissant et un miroir, deuxième miroir, qui est partiellement réfléchissant, ce qui nous permet de sortir le laser. Donc on va parler de milieu résonant, puisqu'il va y avoir amplification du faisceau de photons. Donc principe de base, ça fonctionne par émission stimulée. Pour que l'émission stimulée soit suffisante, il va falloir une inversion de population, c'est-à-dire avoir plus d'atomes dans des états excités que dans l'état stable, ce qui n'est pas chose naturelle. Pour cela, il y a nécessité de pompage optique. Donc le pompage optique, ce principe était découvert en 1950 par Alfred Kastler, donc ce qui lui a valu un prix Nobel en 1966 pour la petite histoire. Le principe, donc la lampe que vous avez vue va envoyer les atomes du milieu de l'état fondamental, de leur état fondamental, vers un niveau excité où ils vont donc rester très peu de temps et redescendre par émission spontanée à un niveau donc 2, un peu inférieur, et donc par émission stimulée, cette fois-ci, donc les atomes vont redescendre et émettre les photons. Donc ils vont rester un peu plus de temps dans l'état excité 2 que dans l'état excité 3, ce qui va laisser donc le loisir aux photons qui vont passer dans le milieu, donc qui font des allers-retours dans le milieu résonant, de pratiquer l'émission stimulée et donc d'augmenter la population de photons qui vont ainsi tourner et ressortir, d'où l'effet laser. Pour qu'il y ait suffisamment de photons qui fassent des allers-retours et donc puissent faire l'émission stimulée, donc nécessité d'un milieu, d'une cavité résonante, donc constitué de deux miroirs, un miroir totalement réfléchissant, un miroir semi-transparent. Donc l'ensemble va former ce qu'on appelle un oscillateur laser. Les photons font des allers-retours. Donc pour que ça soit efficace possible, il faut que la longueur de cette cavité résonante, c'est-à-dire la distance entre les deux miroirs, soit proportionnelle à la longueur d'onde, de façon à obtenir un faisceau laser. Pour résumer, on a besoin d'un milieu amplificateur avec émission stimulée qui nous permet de dupliquer des photons, d'avoir des photons strictement identiques. Une source d'énergie qui va nous permettre le pompage, c'est-à-dire avoir un maximum d'atomes dans l'état excité, donc soit par des lumières, soit par électricité, soit par des fois même un autre laser. Et la nécessité de la cavité pour augmenter le nombre de photons qui circulent et donc augmenter l'émission stimulée. Les propriétés du laser que ça va impliquer. Donc une ampoule classique va être polychromatique.
isotrope, c'est-à-dire qu'elle va envoyer donc des photons dans toutes les directions, incohérentes, parce que les photons qu'on va amener ne sont pas en phase, pas exactement identiques, c'est pas la même chose. Le laser, lui, va avoir des propriétés monochromatiques, directives et cohérentes. Donc la lumière émise est monochromatique. Pourquoi? Parce que les photons ont une seule valeur d'énergie et le milieu actif, le milieu actif amplifie par interférence constructive uniquement les ondes de longueur d'onde lambda égale 2L sur K. Donc d'où le terme de la longueur. Vous allez avoir interférence constructive, c'est-à-dire que tous les photons vont se retrouver exactement en phase. Le faisceau laser émis est très directif. Donc les photons sont émis dans la même direction. Pourquoi? Parce que les miroirs vont sélectionner la direction du photon. Ceux qui ne se déplacent pas dans la direction perpendiculaire au miroir sont absorbés par les parois. Les autres vont continuer les allers-retours. Comme il y a un milieu amplificateur, vous allez avoir de plus en plus de photons qui vont circuler. La lumière émise est cohérente, donc la lumière est produite par émission stimulée, les photons sont identiques, ils sont en phase. D'accord, n'oubliez pas que le photon peut être considéré comme une onde. Concentration spatiale de l'énergie, donc les lasers sont des sources très intenses car l'énergie rayonnée est concentrée dans un faisceau très étroit. Donc la possibilité pour certains lasers de même découper du métal. On parle aussi de concentration temporelle de l'énergie. Donc dans le cas de lasers à impulsion, ils vont émettre leur énergie pendant des durées très brèves. Donc c'est-à-dire que le miroir ne va pas s'ouvrir en permanence, mais à un certain moment. Donc ça va permettre de concentrer l'énergie, donc d'avoir une puissance instantanée beaucoup plus importante. Donc c'est le cas des lasers à impulsion. Déjà les lasers sont puissants, les lasers à impulsion le sont encore plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, on se retrouve en cours ou pas. L'animation que j'ai utilisée provient du site de l'Université du Colorado, donc le site Fait Interactive Simulation. Je vous conseille d'aller voir, beaucoup d'animations intéressantes au niveau physique. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.